Il existe une différence fondamentale entre une économie qui prospère et une économie qui survit. Une économie qui prospère crée de la richesse réelle. Les salaires augmentent, les familles économisent, les gens investissent dans leur avenir. Une économie qui survit, elle, fait quelque chose de très différent. Elle emprunte pour paraître normale, elle accumule des dettes pour maintenir les apparences. Elle ressemble à la prospérité de l'extérieur, mais à l'intérieur, elle s'érode lentement, silencieusement, inexorablement. Et c'est exactement ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Pas un effondrement spectaculaire, pas une crise visible à la une des journaux, mais une érosion profonde, structurelle, cachée sous des chiffres de surface qui racontent une histoire très différente de la réalité vécue par des dizaines de millions d'Américains. Les chiffres officiels parlent de résilience. Les marchés boursiers restent élevés. Le taux de chômage reste relativement bas. Le PIB continue de croître. Et pourtant, à la fin de l'année dernière, la dette totale des consommateurs américains a atteint 5 100 milliards de dollars. Le credit revolving, principalement les cartes de crédit, a bondi de 12% en un seul mois de décembre. 3 fois plus que ce que les économistes anticipaient. Et pendant ce même mois de décembre, les ventes au détail étaient pratiquement à l'arrêt. Essentiellement nulles. Pensez-y une seconde. Les gens empruntent massivement sur leurs cartes de crédit, mais ils n'achètent pas davantage. Ce paradoxe révèle une vérité que les chiffres officiels ne vous montrent jamais. Les Américains n'empruntent pas pour consommer plus, ils empruntent pour survivre au niveau où ils sont déjà. Bonjour à tous. Je suis analyste économique spécialisé dans les dynamiques de la dette des ménages et les crises de consommation dans les économies développées. J'ai étudié les cycles d'endettement des consommateurs dans plus de 15 pays sur les 4 dernières décennies. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui va changer fondamentalement votre compréhension de ce qui se passe réellement dans l'économie américaine sous l'administration Trump. Parce que ce que vous voyez dans les médias, grand public, et ce qui se passe réellement dans les portefeuilles de 130 millions de ménages américains sont 2 réalités complètement différentes. Dans cette vidéo, vous allez comprendre les 6 mécanismes précis par lesquels l'économie américaine se fragilise de l'intérieur. Vous allez voir pourquoi la stabilité apparente des chiffres officiels masque une détérioration réelle des conditions de vie. Et vous allez comprendre quel est le vrai risque, pas un crash soudain, mais quelque chose de potentiellement encore plus dangereux sur le long terme. Restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous montrer exactement à quel moment ce système sous pression peut basculer, et ce que cela signifiera pour chaque famille américaine. Commençons par le fait économique, le plus révélateur et le moins discuté de toute cette histoire. En décembre de l'année dernière, les cartes de crédit américaines ont enregistré une hausse de 12% en un seul mois. 12%. Les économistes attendaient 4%. Ils ont obtenu le triple. Dans le monde de l'analyse économique, quand un indicateur dépasse les prévisions par un facteur de 3, ce n'est pas une anomalie statistique, c'est un signal d'alarme. Mais ce qui rend ce chiffre vraiment inquiétant, ce n'est pas sa magnitude, c'est ce qui s'est passé en même temps. Pendant que les emprunts sur carte de crédit explosaient, les ventes au détail, c'est-à-dire les dépenses réelles des consommateurs, stagnaient totalement. Pratiquement zéro croissance. Voici ce que cela signifie dans la vie réelle. Une famille américaine ordinaire a emprunté davantage sur sa carte de crédit en décembre, mais elle n'a pas acheté davantage. Elle n'a pas fait de cadeaux supplémentaires. Elle n'a pas amélioré son niveau de vie. Elle a simplement utilisé la carte de crédit pour payer les mêmes choses qu'avant. L'épicerie, le loyer, l'assurance maladie, l'essence, les factures de services publics. Ces dépenses qui ne disparaissent jamais, qui augmentent chaque année et que les revenus ne couvrent plus suffisamment. Ce n'est pas de la consommation, c'est de la survie financée par la dette. Et le coût de cette survie par la dette est devenu brutal. Les taux d'intérêt moyens sur les cartes de crédit commerciales aux États-Unis ont grimpé d'environ 14% à 21% ces dernières années. 21%. Réfléchissez à ce que cela signifie concrètement pour une famille qui porte un solde de 10 000 $ sur ses cartes de crédit, ce qui est parfaitement ordinaire aux États-Unis. À 21% d'intérêt annuel, cette famille paie 2 100 $ par an uniquement en intérêt. C'est 175 $ par mois qui ne servent à rien d'autre qu'à rembourser le coût de l'emprunt. Pas le principal, juste les intérêts. Et si cette famille ne fait que les paiements minimums, comme des dizaines de millions d'Américains le font, parce qu'ils ne peuvent pas faire plus, ce solde de 10 000 $ peut prendre 20 à 30 ans à rembourser en payant 2 à 3 fois le montant original en intérêts cumulés. Les mathématiques de la dette à 21% sont impitoyables. Les intérêts composés qui ont rendu des générations d'investisseurs riches fonctionnent exactement à l'envers pour les emprunteurs. Chaque dollar non remboursé génère des intérêts. Ces intérêts s'ajoutent au principal. Le nouveau principal génère encore plus d'intérêts. Et la dette grossit d'elle-même,
indépendamment de tout nouveau emprunt. C'est comme essayer de remplir un bain pendant que la bonde est ouverte. Vous pouvez verser de l'eau en permanence, mais si le débit de la fuite est supérieur au débit du robinet, le niveau ne montera jamais. Maintenant, voici le détail qui transforme cette situation de simple problème personnel en crise systémique. Cette réalité brutale des taux d'intérêt à 21% s'applique aux consommateurs ordinaires. Mais les grandes entreprises, elles, empruntent à des taux radicalement différents. Les sociétés cotées en bourse peuvent émettre des obligations à 3, 4, 5%. Elles ont accès à des lignes de crédit institutionnelles à des taux préférentiels. Elles disposent de départements entiers de trésorerie qui optimisent leur financement pour minimiser leur coût du capital. Cette divergence dans le coût du capital est l'une des sources les plus profondes et les moins discutées des inégalités économiques modernes. D'un côté, les entreprises empruntent à bon marché pour racheter leurs propres actions, faire des acquisitions, investir dans des actifs qui s'apprécient. Chaque dollar emprunté à 5% et investi dans des actifs qui rapportent 10% crée de la richesse. De l'autre côté, les ménages ordinaires empruntent à 21% pour payer leur loyer en retard, remplir leur réfrigérateur ou couvrir une urgence médicale. Chaque dollar emprunté à 21% pour la consommation courante est un dollar qui coûtera 2 dollars à rembourser. L'un accumule des actifs qui s'apprécient, l'autre accumule des passifs qui s'aggravent. Ce n'est pas un hasard, c'est la structure même du système financier américain. Si vous commencez à voir comment ce système favorise structurellement ceux qui ont déjà du capital au détriment de ceux qui n'en ont pas, si vous réalisez que la soi-disant prospérité américaine cache une fracture économique de plus en plus profonde, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant et activez les notifications. Parce que ce que je vais vous montrer ensuite est encore plus troublant. C'est la façon dont les politiques économiques actuelles aggravent activement cette situation. Parlons des politiques tarifaires. L'administration Trump a présenté les tarifs douaniers comme un outil de protection de l'économie américaine, un moyen de rapatrier les emplois, de punir les concurrents déloyaux, de rééquilibrer le commerce mondial. Et dans la théorie économique abstraite, il existe des arguments en faveur des tarifs dans certaines circonstances précises. Mais voici ce que la théorie économique abstraite ne vous dit pas. Dans la pratique, les tarifs sur les importations ne sont pas payés par les pays étrangers. Ils sont payés par les entreprises américaines qui importent ces produits. Et ces entreprises, ayant vu leurs coûts augmenter, font ce que toutes les entreprises font quand leurs coûts augmentent. Elles répercutent dans la hausse sur leurs clients, sur vous, sur moi, sur chaque consommateur américain. C'est une taxe déguisée sur la consommation, et comme toutes les taxes à la consommation, elle est profondément régressive. Elle frappe proportionnellement beaucoup plus fort les ménages à revenus modestes et moyens, qui consacrent une part beaucoup plus importante de leurs revenus à la consommation courante que les ménages aisés qui peuvent absorber ces hausses de prix, sans changer leur niveau de vie. Quand le prix d'un réfrigérateur augmente de 200 $ à cause d'un tarif sur les composants étrangers, cela représente quelques heures de travail pour un cadre supérieur bien payé. Pour une famille au salaire minimum, c'est peut-être 2 semaines de dépenses alimentaires. Et les tarifs ne restent pas abstraits. Ils se matérialisent dans les rayons des supermarchés, dans les concessions automobiles, dans les factures d'électroménager, dans les prix des matériaux de construction. Chaque hausse de prix de biens essentiels pousse un peu plus les ménages vers leur carte de crédit pour maintenir leur niveau de vie habituel. Et nous revenons au même mécanisme. Plus de dettes, plus d'intérêts, plus d'érosion du pouvoir d'achat réel. Ajoutez à cela les coûts de santé. Les États-Unis ont le système de santé le plus cher du monde développé, de très loin. Une famille américaine ordinaire peut dépenser 10 000, 15 000, 20 000 $ par an en primes d'assurance maladie, franchise et frais non couverts. Pour des millions de familles, ces dépenses de santé sont devenues la 2e ou la 3e plus grande ligne budgétaire après le logement. Ces coûts augmentent régulièrement, bien plus vite que l'inflation générale, bien plus vite que les salaires. Et ils ne sont pas optionnels. Vous ne pouvez pas décider de ne pas tomber malade. Vous ne pouvez pas décider de ne pas avoir besoin de médicaments. Ces coûts s'imposent aux ménages, qu'ils le veuillent ou non. Quand les coûts essentiels, le logement, la santé, la nourriture, le transport, augmentent plus vite que les revenus. Le mécanisme d'ajustement naturel n'est pas de dépenser moins sur les produits de luxe, parce que ces familles n'ont souvent pas de luxe à sacrifier. Le mécanisme d'ajustement, c'est la dette. La carte de crédit devient le tampon entre ce que la vie coûte et ce que le salaire permet. Et ce tampon se remplit progressivement, avec des intérêts qui courent à 21%. Le marché immobilier ajoute encore une couche à cette pression. Les prix des logements aux États-Unis sont restés à des niveaux historiquement élevés. Les taux hypothécaires ont fortement augmenté depuis 2022. Un ménage qui aurait pu acheter une maison avec des remboursements mensuels de 1 500 $ en 2020 se retrouve aujourd'hui à devoir payer 2 500 ou 3 000 $ par mois pour le même bien. Des centaines de milliers de familles sont exclues de l'accession à la propriété. Elles restent
locataires. Et les loyers, eux aussi, ont fortement augmenté. Le résultat est que la part du revenu consacré au seul logement a atteint des niveaux qui n'étaient plus vus depuis des décennies dans de nombreuses villes américaines. Et pendant ce temps, les signes de fragilité financière se multiplient silencieusement. Les retards de paiement sur les prêts automobiles augmentent. Les défauts de paiement sur les prêts étudiants reprennent après des années de moratoire. Les dépôts de bilan personnel sont en hausse. Ces chiffres n'apparaissent pas dans les grands titres. On n'en parle pas lors des conférences de presse économique officielles. Mais ils racontent une histoire très claire pour quiconque prend la peine de les regarder. De plus en plus de ménages américains ont atteint la limite de leur capacité à absorber des dépenses croissantes avec des revenus stagnants. Voici ce que tout cela signifie pour l'économie américaine dans son ensemble. La consommation des ménages représente environ 70% du PIB américain. 70%. C'est le moteur central de l'économie la plus grande du monde. Et ce moteur tourne en ce moment grâce à du crédit plutôt qu'à des revenus réels. Les dépenses de consommation restent stables, non pas parce que les Américains ont plus d'argent, mais parce qu'ils empruntent davantage pour maintenir leurs habitudes de consommation. C'est une distinction fondamentale. Une croissance tirée par les revenus est durable. Une croissance tirée par la dette est temporaire et fragile. Le risque central n'est pas un effondrement soudain. Ce n'est pas le scénario de 2008 où le système financier global a failli s'arrêter en quelques semaines. Le risque, c'est l'érosion. C'est le moment où suffisamment de ménages atteignent leurs limites de crédit, où suffisamment de familles décident de cesser d'emprunter et de commencer à rembourser leurs dettes. Parce que quand cela se produit à l'échelle de dizaines de millions de ménages simultanément, le résultat est immédiat et brutal. La consommation chute, les entreprises voient leur chiffre d'affaires diminuer, elles réduisent leurs investissements, certaines licencient. Le chômage monte, les ménages déjà fragiles sont encore plus fragilisés, les dépenses chutent encore davantage, et le cycle déflationniste s'enclenche. Les économistes appellent cela un désendettement des consommateurs. Cela s'est produit au Japon dans les années 90, après l'éclatement de la bulle immobilière et financière japonaise. Le Japon a connu ce qu'on appelle la décennie perdue, puis la deuxième décennie perdue. 30 ans de croissance anémique, de stagnation économique, malgré des politiques monétaires et fiscales extraordinairement accommodantes. Parce que quand les consommateurs sont en mode réparation de bilan, aucune politique gouvernementale ne peut les forcer à dépenser. Est-ce que cela signifie que les États-Unis vont connaître le même destin ? Pas nécessairement. L'économie américaine est plus dynamique, plus flexible, plus innovante que l'économie japonaise des années 90, mais les signaux d'alerte sont suffisamment sérieux pour ne pas être ignorés. La dette des consommateurs à 5 100 milliards de dollars. Les taux d'intérêt à 20 et 1%, la stagnation des dépenses malgré l'explosion du crédit, les délinquances en hausse, les faillites personnelles en progression. Ces indicateurs ne racontent pas l'histoire d'une économie en pleine santé, ils racontent l'histoire d'une économie qui semble solide en surface, mais qui accumule des tensions structurelles profondes. Et la question que personne dans les cercles officiels ne veut vraiment poser est celle-ci. Combien de temps peut-on maintenir une apparence de croissance en substituant du crédit à des revenus réels ? Combien de temps les ménages américains peuvent-ils continuer à emprunter à 21% pour maintenir un niveau de vie que leurs salaires ne permettent plus ? Et que se passera-t-il quand la réponse à ces questions deviendra évidente ? Ce que nous observons en ce moment, c'est exactement ce moment de vérité qui approche. Pas une explosion soudaine, une usure progressive, système après système, famille après famille, la résilience s'effrite. Et les politiques actuelles, loin de remédier à ces fragilités structurelles, les aggravent en ajoutant des coûts supplémentaires aux épaules des ménages déjà surchargés, tout en continuant à faciliter l'accumulation de richesses pour ceux qui ont déjà accès au capital bon marché. Voici les 3 leçons que nous devons tirer de tout ce que nous venons de voir. Première leçon. Les chiffres économiques officiels ne racontent jamais l'histoire complète. Le PIB peut augmenter pendant que les conditions de vie de la majorité se dégradent. Le taux de chômage peut rester bas pendant que la qualité des emplois se détériore. Les marchés boursiers peuvent remonter pendant que les familles ordinaires s'endettent pour survivre. Apprenez à regarder derrière les titres officiels. Regardez la dette des ménages. Regardez les taux de délinquance. Regardez la composition de la croissance de la consommation. Ces indicateurs vous diront la vérité que les conférences de presse ne vous disent pas. Deuxième leçon. La dette à taux élevé est une taxe sur l'avenir. Chaque dollar emprunté à 21% aujourd'hui est $1,50 ou $2 que vous devrez rembourser demain. Quand les ménages financent leur consommation courante par la dette, ils hypothèquent leur pouvoir d'achat futur. Et quand assez de ménages font cela simultanément, l'effet futur sur la consommation globale peut être brutal. La dette n'est pas gratuite, elle est différée. Et les factures finissent toujours par arriver. Troisième leçon.
Les politiques économiques qui avantagent le capital au détriment du travail créent des économies fragiles. Quand les entreprises peuvent emprunter à 5% et que les consommateurs doivent emprunter à 21%, la richesse se concentre inexorablement d'un côté et la fragilité financière s'accumule de l'autre. Ce déséquilibre n'est pas seulement moralement problématique, il est économiquement dangereux parce qu'il sape la consommation, qui est le vrai moteur de la croissance. Si cette analyse vous a aidé à voir au-delà des chiffres de surface, si vous comprenez maintenant pourquoi la stabilité apparente de l'économie américaine cache des tensions profondes et des risques réels, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant, activez toutes les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de comprendre ce qui se passe vraiment. Parce que dans ma prochaine vidéo, je vais analyser ce que ces dynamiques économiques signifient pour les prochaines élections américaines et pourquoi les électeurs ordinaires pourraient réserver des surprises majeures aux deux partis politiques. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez. Sentez-vous personnellement cette pression économique dans votre vie quotidienne ? Pensez-vous que les États-Unis se dirigent vers une crise de la consommation majeure ? Je lis tous vos commentaires et votre perspective de terrain enrichit énormément cette discussion. Merci de m'avoir accompagné dans cette analyse de l'économie réelle, sous les chiffres officiels. Rappelez-vous, une économie ne s'effondre pas toujours de façon spectaculaire. Parfois, elle s'érode silencieusement, un ménage endetté à la fois, jusqu'au jour où le poids cumulé devient impossible à ignorer. Nous approchons peut-être de ce moment, et ceux qui le voient à l'avance auront le temps de se préparer. À très bientôt.